à toutes et à tous, nous sommes de retour pour un second podcast sur l'histoire de la radio, toujours en compagnie de notre expert, de Claude. Bonjour Claude. Bonjour. Alors, on t'écoute, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la naissance de la radio. Comment on est passé de la TSF à la radio ? Ok, ça marche. Parce qu'on ne sait pas toujours ce que veut dire ce sigle TSF, on l'utilise à tort et à travers. En fait, TSF, c'est télégraphie sans fil. C'était l'origine du téléphone, en fait. D'accord. Parce que les premières communications, ça servait uniquement pour rejoindre des gens, notamment, ça servait beaucoup pour la marine, pour contacter les gens en mer. Et le gros problème qu'on avait à cette époque-là, donc on est à la sortie de la guerre, on a vu qu'on utilisait le poste à galène. Le problème du poste à galène, il est que c'est une écoute individuelle. On a un casque et c'est pas très pratique. On voulait une écoute familiale, qu'on puisse tous écouter comme maintenant autour d'un poste. Et ça a été rendu possible à partir des années 20, quand on a découvert la lampe. D'accord. Donc c'est un Américain qui a découvert ça. On l'a utilisé beaucoup pendant la Première Guerre mondiale, avec les célèbres TM, télégraphie militaire, ces premières lampes. Et ça a permis donc d'avoir une amplification pour pouvoir écouter un poste comme maintenant. D'accord. Mais pour avoir une écoute, fallait-il encore qu'il y ait des émissions. D'accord. Donc les premières émissions, elles ont eu lieu à partir de la Tour Eiffel, qui était le meilleur des postes d'émission. Et dès les années 22, il y a eu quelques essais. On pouvait entendre des radioconcerts le soir. Alors que déjà à cette époque, depuis les années 20, en Angleterre comme aux États-Unis, la radio qu'on savait maîtriser fonctionnait. Mais en France, on avait bloqué le système réservé uniquement aux militaires et aux postes. D'accord, ok. C'était bloqué. Mais en 23, quand ça s'est généralisé un peu partout dans le monde, le système s'est ouvert et on a pu obtenir à partir de novembre 23 les premières émissions régulières. D'accord. Donc c'est pas si vieux que ça. Bah non, c'est clair. Donc les émetteurs se sont mis en place. On a eu Nantes, Lyon, Bordeaux, qui étaient toujours des stations officielles d'État. Puis en 23, on a eu des premiers postes privés. Le premier poste, c'était Radiola, qui est devenu pendant la guerre Radio Paris. Radio Paris, le poste qui était allemand en fait. On se rappelle tous de la petite chanson. Paris, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand, que chantait si bien Pierre Dax. Et le problème de ces postes à lampe, c'est qu'il nous fallait de l'électricité. L'électrification, elle est arrivée relativement tard, mais surtout, elle n'a pas été homogène. On a eu d'abord les villes, les petites villes, les bourgs, les villages, et le courant, il est arrivé dans les hameaux que dans les années 50. D'accord, ah ouais. Donc, on était sur des postes batteries. Puisqu'on n'avait pas le courant, on était sur des batteries. Alors les batteries, il faut se rendre compte un petit peu ce que c'est. C'était quand même quelque chose de très ennuyeux, très volumineux. Il nous fallait 2 grosses batteries pour le chauffage, donc du 4 volts avec beaucoup d'intensité, mais il nous fallait du 80 volts avec peu d'intensité, donc il nous faisait 2 grosses batteries énormes, parce qu'on mettait chaque petite batterie de 2 volts 2 en série pour arriver à faire 80 volts. C'était énorme. D'accord. Alors le problème des batteries, une fois qu'on les avait, c'était la recharge. Si on n'avait pas de courant. Alors, comment on faisait ? On allait chez le garagiste. Pour faire recharger les batteries ? Oui, parce qu'il y avait déjà des voitures. Ah oui, d'accord. Et le garage, il avait une dynamo. C'est le principe de la dynamo, c'est la roue de vélo. Vous faites tourner le vélo et vous avez de l'électricité. D'accord, ah ouais. Donc, le garagiste, il avait donc un moteur à essence qui entraînait une dynamo, beaucoup plus puissante bien sûr, pour recharger les batteries de voiture et les batteries de poste. Donc on portait les batteries chez le garagiste, on allait les rechercher 2 jours après, et c'était reparti. Et justement, une batterie, ça durait combien de temps à peu près ? Ça durait pas mal de temps, parce qu'en fait, à cette époque-là, on n'écoutait pas la radio comme aujourd'hui toute la journée. D'accord, ok. Il y avait un bulletin d'information le matin, un bulletin le midi, un bulletin le soir, et le fameux radio-concert derrière. D'accord. Donc on économisait ça durait je ne sais pas combien de temps, mais ça durait un certain temps. Mais le problème, c'est que c'était lourd, c'était plein d'acide.
on en faisait tomber sur les chaussettes, ça faisait des trous. Hein. C'était pas du tout pratique. Et donc un poste à cette époque-là, il faut se rendre compte que c'était quelque chose de volumineux. Il fallait un poste, il vous fallait un haut-parleur, une antenne, les batteries de chauffage et les batteries de haute tension. C'était quelque chose de très volumineux, donc de très très cher. C'est pour ça qu'à cette époque-là, il y avait très très peu de gens qui avaient les moyens d'avoir la radio. D'accord, ok. Alors à cette époque-là, il y avait deux populations. Il y avait ceux qui avaient le poste à galène qui coûtait 3 fois rien. Et puis il y avait les fortunés qui avaient un poste. Alors dans les villages, des fois il y en avait un, il y en avait deux, il y en avait très peu. C'est comme si aujourd'hui, à la même époque, on avait des gens qui étaient en vélo et des gens qui avaient une voiture. Il y avait un monde entre les deux. Okay. Voilà, donc c'était les premiers postes, c'était des postes à lampe. Et alors, nous, les collectionneurs, on s'intéresse particulièrement aux postes à lampe parce que ce sont les premiers. Ils étaient rares parce que peu de gens en avaient. Beaucoup ont été détruits pendant la guerre. Donc, ce qui reste, ce sont des pièces rares. Alors, ils sont particulièrement intéressants, les postes à lampe, parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas des grandes manufactures de fabrication. On avait une multitude de petits fabricants. D'accord. J'ai noté qu'en 1925, rien que sur Paris, il y avait plus de 100 fabricants. Ah ouais. Donc, les ouvriers traversaient la rue et changeaient de patron. Il y en avait partout. Et donc, comme il y avait beaucoup de fabricants, on se retrouve avec une multitude de modèles différents. Et chaque modèle, à cette époque-là, sont des œuvres d'art. D'accord. Parce qu'on n'a pas cherché à faire quelque chose d'économique. Il n'y avait pas de marché. D'accord. Donc, quel que soit le prix, les fortunés l'auraient acheté. Mais même si on avait fait moins cher, le peuple n'aurait jamais pu avoir les moyens. Donc on a fait des choses très chères, très belles, qui sont marketées, il y a vraiment un design, il y a une recherche contrairement à après la guerre, où on est passé en grande série, on en parlera la prochaine fois. Alors, l'arrivée des lampes, les lampes, ils sont apparus pendant la guerre, j'ai dit tout à l'heure, et à la sortie de la guerre, bien sûr, on a récupéré le principe pour l'amplification. Au départ, les lampes sont à l'extérieur, et puis à partir de 25-26, ils sont à l'intérieur du poste. On a vu apparaître aussi les premiers postes batteries portables, parce qu'on a commencé à avoir des batteries qui sont en fait des accumulateurs, donc des batteries sèches, des grosses batteries, bien sûr, parce qu'il nous faut de la haute tension. Et à partir de là, on a pu avoir des portables. Mais des portables, c'est la taille d'une très grosse valise quand même. Ouais. Et là encore, ce sont des postes extrêmement rares. Il y en avait très très peu, parce que déjà peu de gens avaient le poste chez eux. Alors de là à en avoir un pour aller faire du pique-nique, c'était pas du tout courant. Donc le poste batterie, il faut savoir qu'ils ont été réquisitionnés pendant la guerre. On n'avait pas le droit, alors en zone limitrophe de la Manche, on n'avait pas le droit d'écouter la radio. D'accord. Ça a été interdit que dans cette zone-là, qu'en 1943, les Allemands se sont rendus compte qu'il y avait un risque d'invasion par l'Angleterre. Ils se sont aperçus aussi qu'on écoutait la BBC, donc ils l'ont interdit d'avoir ces postes de radio. Donc d'accord. Il fallait les déposer en mairie. Et ces postes-là, souvent, ont été cassés, pillés, on ne les a pas retrouvés, très peu. D'accord, ah ouais. Et quand ils ont été déposés en mairie, dessus, il y avait une petite étiquette avec le nom du poste, la référence du poste et les références du propriétaire. D'accord. Et des postes comme ça, on en a très peu. Ça veut dire que tous les postes qu'on a aujourd'hui, qui n'ont pas ces étiquettes, sont des postes qui ont été cachés pendant la guerre. Ah ouais. Les gens, comme ils n'étaient pas déclarés, les gens disaient nous, on n'en a pas. Et ils ont planqué leur poste et ils ont continué à écouter sur leur poste à galène, qui était discret et qu'on pouvait mettre dans la poche. Ah ouais. Alors c'est intéressant parce que quand on retrouve un poste avec cette étiquette, on peut remonter à l'origine du propriétaire. D'accord, ah ouais. Et c'est comme ça, j'ai une petite histoire, parce qu'un jour j'ai récupéré un poste et dedans il y avait une étiquette. L'étiquette c'était Veuve Marie Duchesne Autretot. La famille Duchesne ici on connaît bien, c'est une famille de menuisiers réputés. Et donc j'ai restauré le poste, je l'ai présenté à monsieur Duchesne. Il m'a dit j'ai bien connu ce poste qui était le poste de ma grand-mère. Et le poste est retourné dans sa famille. C'est fou ça.
C'est pour ça que je dis toujours, on ne collectionne pas des postes de radio comme des boîtes de camembert ou des fèves de galettes. Ouais. C'est quelque chose qui a eu une histoire, qui a eu un vécu. Et quand on peut récupérer l'histoire avec le poste, c'est assez extraordinaire.